Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors je suis extrêmement content de vous recevoir sur ma vidéo pour vous parler d'une nouveauté assez incroyable chez Nikon. Le Nikon ZR, qu'est-ce que c'est que ça? Et ouais, une nouvelle gamme chez Nikon qui arrive avec ce Nikon ZR. Et on peut voir à l'arrière ici, c'est marqué Nikon Red. Je sais pas si vous le savez, depuis quelques temps, Nikon a racheté la célèbre marque de caméra de cinéma Red. Et du coup, on arrive ici avec le Nikon ZR. C'est marqué Z Cinéma sur le dessus. C'est un moment historique pour Nikon, hein. La première fois qu'ils sortent un appareil qui est plus dédié à la vidéo qu'à la photo. Avant de rentrer dans le détail de cette vidéo et de tout ce que j'ai à vous dire, quelques points clés. On peut filmer avec le format R3D de chez Red, donc le Red Code en interne. On a du 32 bits float en audio. On a un écran de 4 pouces qui est beaucoup plus grand qu'un écran de Z6 III. Enfin, il y a plein de choses qui ont été pensées sur ce boîtier pour les vidéastes. Et vous allez voir que c'est une caméra qui est assez incroyable pour le tarif proposé. Je ne l'ai plus en tête, donc je vous le mets ici. Mais c'est un tarif qui est quand même, vu tout ce qui est proposé, assez agressif. Petit mot sur les conditions du test, j'ai reçu ce boîtier en prêt de la part de Nikon il y a quelques jours et étant donné que ce boîtier est confidentiel à l'heure actuelle, je ne peux pas aller me balader librement dans la rue pour faire des images, donc forcément je dois rester dans un espace privé et restreint. Je l'ai utilisé dans plein de situations, en tout cas ce qui était possible ici. J'ai hâte de l'utiliser dans plus de situations. Première chose dont j'aimerais vous parler, c'est ce que je fais souvent lorsque je présente une nouvelle caméra, un nouveau boîtier, c'est de vous parler de l'ergonomie. Parce que là aussi, c'est très changeant par rapport à un boîtier plus classique. Ici, c'est le Nikon Z6 III. Ici, c'est le Nikon ZR. Je vais souvent vous comparer un petit peu les deux parce que finalement, technologiquement, c'est assez proche à l'intérieur. Mais en termes de taille, vous pouvez le voir, ça fait la même hauteur qu'un Z6 III. À peu près la même profondeur. En revanche, il n'y a pas de grip ici, il n'y a pas de viseur sur le Nikon ZR. Et à l'arrière, c'est très différent. Comme vous pouvez le voir sur le Nikon ZR, il y a un écran beaucoup plus grand, un écran de 4 pouces par rapport au Z6 III. Et puis, il y a beaucoup moins de boutons. Donc forcément, tout est très différent à l'utilisation. Et c'est très bien parce que tout est pensé pour faire de la vidéo. Même si, comme vous pouvez le voir ici sur le dessus, il y a un interrupteur photo et vidéo, vu que ce boîtier sera capable de faire de la photo et il a d'ailleurs les mêmes capacités qu'un Z6 III. Donc pour ceux qui veulent faire de temps en temps un petit peu de photos mais qui font principalement de la vidéo, vous avez les capacités du Z6 III. Assez intéressant, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais si on rentre un petit peu dans le détail de l'ergonomie, déjà l'écran, alors écran de 4 pouces, sur le papier, quand on m'a donné cette information sur une fiche papier, je me suis dit, ok, un écran plus grand, bon, c'est super, mais bon, ça m'a fait un peu ni chaud ni froid. Mais au final, lorsqu'on a le boîtier entre les mains et qu'on fait de la vidéo, c'est extrêmement appréciable de mieux voir ce qu'on fait. C'est vraiment marquant. Dès qu'on commence à utiliser le Nikon ZR, on est enfin en train de se dire, ok, là, j'ai peut-être plus besoin d'avoir un écran externe pour voir ce que je fais, parce que c'est vrai que les écrans de ces appareils photo, ils sont très bien, mais ils sont un peu petits, et c'est des fois difficile de voir dans le détail, est-ce qu'il n'y a pas un truc qui gêne dans le plan. Là, c'est appréciable d'avoir quelque chose de plus grand, et je pense pas qu'ils auraient pu faire beaucoup plus grand, mis à part venir jusque-là, mais bon, au moins on a 2-3 boutons, c'est pas plus mal. D'ailleurs, en parlant de ces boutons, sur le côté, vous pouvez voir que c'est très différent d'un boîtier plus classique. Forcément, il y a beaucoup moins de raccourcis. Il n'y a pas le pad ici, droite-gauche, etc. C'est juste un petit joystick et 2 boutons. Donc forcément, beaucoup de choses vont se faire via l'écran, par l'écran tactile. Étant donné que l'écran est plus grand, tant mieux. Sachez que moi, j'utilise pas trop l'écran tactile sur Z6 III, sur Z8. Je sais pas comment vous faites, vous. Moi, j'utilise beaucoup tous les boutons et l'ergonomie qui est développée par Nikon depuis des années, où tout tombe sous la main. Et en fait, on peut tout faire avec ses doigts ici, ce qui est très pratique en photo. Lorsqu'on est dans le viseur, on a besoin de tout ça. En vidéo, on a un peu moins besoin d'être aussi réactif sur les réglages. Et du coup, je comprends pourquoi ils ont fait le choix de mettre un écran plus grand, parce que l'écran plus grand, ça me sert en tant que vidéaste, et avoir moins de boutons. Donc, beaucoup de choses se font sur l'écran tactile. Et finalement, ça demande un petit temps d'adaptation, mais c'est adapté à la vidéo. En photo, on me met ça, en revanche, ça serait un gros problème si je faisais que de la photo. Mais là, pour la vidéo, c'est assez adapté. Vous avez 3 raccourcis sur le dessus. Le démarrage du boîtier, c'est juste ici. Et puis également, très intéressant pour ceux qui se filment en format vlog, vous avez un bouton REC juste là. Donc si vous voulez déclencher l'enregistrement depuis le devant de l'appareil, il y a un raccourci ici. Bien sûr, on peut le faire sur l'écran tactile, mais c'est agréable d'avoir ça. Je trouve que c'était bien positionné. En plus, si on tient le boîtier comme ça, voilà, ça tombe sous le pouce. Donc c'est vraiment bien. Et ensuite, plus classique, vous avez une molette avant-arrière, comme on a l'habitude sur les appareils, on va dire standard. Vous avez une petite LED ici qui s'allume en rouge. Donc si vous êtes loin du boîtier, ça vous permet de savoir que c'est en train de filmer, ou si vous êtes en train de vous filmer, ça vous permet de savoir que c'est en route, etc. Voilà, c'est bien d'avoir cette petite aide-là. Pour le reste de la conception du boîtier, donc les batteries, c'est dessous. C'est les batteries Nikon classiques qu'on va mettre dans le Nikon ZR. Et pour ce qui est des slots de cartes, il y a 2 slots. Un slot de CF Express et un slot micro SD. Donc là, c'est un choix qui a été fait par Nikon. Étant donné que le boîtier reste quand même assez compact vu les capacités, ils n'ont pas pu mettre 2 slots de carte CF Express.
Donc ils ont choisi quand même de mettre 2 slots de carte, une micro SD et une CF Express. C'est sûr que 2 slots de carte CF Express ça aurait été bien, mais étant donné que pour l'instant chez Nikon on peut pas enregistrer sur 2 cartes en parallèle, donc tant qu'il n'y a pas de double enregistrement, il n'y a pas de sens d'avoir 2 cartes CF Express. Peut-être que ça arrivera à l'avenir, mais voilà, ils ont choisi de faire CF Express et micro SD. Et pour ce qui est de la connectique sur le côté, donc vous avez une prise micro ici, vous avez une prise casque ici, et en dessous vous avez une prise HDMI. Alors attention, la prise HDMI c'est une prise HDMI petit format, donc type D, c'est pas une grosse prise HDMI, pareil pour des questions d'espace, le boîtier est assez compact, et une prise USB-C. Et enfin sur l'ergonomie, vous pouvez le voir, il y a juste une toute petite prise pour les doigts ici, mais il n'y a pas de grip. C'est perturbant au départ si vous faites beaucoup de choses à main levée. Moi, je sais que je fais pas mal de choses à main levée et ça demande un petit temps d'adaptation. Mais je comprends ce choix-là étant donné que c'est une caméra. Souvent, les caméras, on les met soit sur des trépieds, soit dans des rigs. On a moins souvent en vidéo directement le boîtier entre les mains, donc je comprends ce choix. Dernière chose sur la conception du boîtier, pour ce qui est de la résistance au temps, on est exactement avec les mêmes performances qu'un Z6 III, donc on peut aller, si on a un objectif bien sûr qui résiste au temps, on peut aller filmer sous la pluie sans problème, etc. Donc on a une très très bonne résistance, comme sur un Nikon Z6 III. Ça, vous avez l'habitude chez Nikon, ils sont vraiment très forts sur ce point-là. Et à noter qu'il n'y a pas de ventilateur pour refroidir le boîtier, c'est une dissipation thermique passive. Moi, j'ai pas noté de chauffe particulière sur les quelques jours que j'ai passé avec le boîtier. J'ai filmé en 4K en RAW, en 6K en RAW, il n'y a pas eu de chauffe à voir dans des conditions extrêmes comme d'habitude, mais voilà, c'est pas plus de chauffe, en tout cas que les boîtiers comme ça. Rentrons maintenant un petit peu plus dans la technique. C'est quoi comme capteur? C'est un capteur plein format de 24,5 millions de pixels semi-empilé. Pour ceux qui connaissent bien la gamme Nikon, en fait, c'est exactement le même capteur que ce qu'on a sur un Z6 III. Donc, c'est les deux seuls boîtiers caméra de la gamme Nikon qui ont un capteur semi-empilé. C'est également le même processeur à l'intérieur. C'est pour ça que ces deux, je vous les ai mis sur la table parce qu'ils sont très proches finalement. Lui, il va pouvoir aller plus loin en vidéo, forcément, parce qu'il y a des nouveautés dont je vais vous parler, mais technologiquement, on est sur la même base. Le capteur a aussi une stabilisation 5 axes, donc comme sur le Z6 III, il y a aussi le Focus Point VR, une fonctionnalité qui est arrivée sur le Nikon ZF. En revanche, le Nikon ZR, il est beaucoup plus pensé pour les vidéastes. Bon, déjà, comme je vous le disais, l'écran plus grand, c'est un gros plus, mais au niveau de l'interface, alors, les menus sont exactement les mêmes, l'interface du boîtier est la même, donc si vous avez déjà un Nikon, vous serez à la maison, mais par exemple, lorsqu'on est en train de filmer, il y a un petit raccourci en bas à droite qui nous permet d'accéder à un sous-menu qui nous donne tous les raccourcis dont on a besoin en tant que vidéaste. Par exemple, je peux activer ou désactiver le focus picking juste avec un clic. Je peux activer ou désactiver les motifs zébrés. Pour la première fois chez Nikon, ce boîtier intègre des luttes de chez Red. Donc par exemple, quand vous filmez avec le Red Code, vous pouvez appliquer une lutte Red pour prévisualiser le rendu final. Donc c'est extrêmement pratique lorsque vous êtes en train de filmer ou que vous voulez montrer plus ou moins ce que ça va donner comme rendu au client. Voilà, on a 10 luttes à l'intérieur de ce Nikon ZR. Ces raccourcis-là, je les trouve forcément très bien pensés pour ceux qui se filment en format vlog. Vous avez bien sûr l'écran qui est orientable, mais ce qui est très agréable aussi, c'est que si vous mettez en vertical, alors ça s'active ou ça se désactive, vous avez toutes les informations bien sûr qui se mettent en vertical, ça c'est le cas sur un Z6 III. En revanche, la vidéo va s'enregistrer en vertical, donc on n'a pas besoin de la faire tourner dans notre logiciel de montage, elle va directement en vertical. Ça peut se désactiver, mais pour ceux qui font beaucoup de choses, par exemple pour les réseaux sociaux, c'est cool d'avoir cette fonction-là parce que ça fait une chose de moins à faire en post-production. Ensuite, pour ce qui est des outils d'exposition, c'est la même chose qu'un Z6 III, donc il y a les motifs zébrés, il y a la waveform, donc c'est des choses qui nous aident bien quand même quand on est derrière la caméra, surtout quand on est sur les formats RAW. D'ailleurs, en parlant des formats RAW, c'est quoi les capacités du boîtier? Alors on peut filmer jusqu'en 6K 60 images par seconde, 4K 120, 1080p 240 images par seconde. Voilà, si vous avez besoin de faire des énormes ralentis, le 1080p 240 est super intéressant. Maintenant, au niveau des codecs, c'est un point qui est extrêmement important et pour ceux qui ont moins l'habitude de la vidéo, il y a peut-être des choses dont je vais vous parler que vous ne connaissez pas. Je ne vais pas rentrer forcément dans le détail de tout vous expliquer. N'hésitez pas à les chercher sur Internet ou posez-moi d'ailleurs les questions en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Mais il y a énormément de choses qu'on peut faire avec ce boîtier. Déjà, au niveau des modes, si on va tout en bas, il y a un mode H264 8 bits classique, H265 8 bits ou H265 10 bits. Ça, c'est vos modes standards. Vous n'avez pas envie de retoucher la colorimétrie, etc., et de faire un développement poussé par la suite. Et si vous voulez juste utiliser ces modes-là, Nikon ZR, c'est une excellente option parce que il y a tous les outils dont je vous parlais juste avant. Les codecs spécifiques, vous n'êtes pas obligé de les utiliser. Ensuite, on arrive sur les formats RAW. Donc, il y a le ProRes RAW en 12 bits. Tout en haut, il y a le NRAW en 12 bits, comme sur un Z6 III. Et la nouveauté, c'est le R3D NE. NE pour Nikon Edition en 12 bits. Donc là, on a le Red Code dans ce Nikon ZR avec le log 3G10 pour ceux qui sont habitués à utiliser des RED. Voilà, c'est le format log de chez RED. Bien sûr, pour tous les autres modes, on peut se mettre, si on veut, en N-Log, le Nikon Log, si on a un profil très plat. Mais tout ça, forcément, ça va demander de faire du travail en post-production. Donc, si vous connaissez ces termes et voilà, vous avez énormément de possibilités, vous savez de quoi je parle. Pour ceux qui ne connaissent pas tout ça, ne prenez pas peur, vous pouvez rester sur les modes en dessous.
À noter qu'au niveau de la plage dynamique du capteur, l'endroit où vous aurez le plus de plage dynamique, c'est sur le mode R3D NE. Vous allez avoir jusqu'à 15 stops de plage dynamique. Et du coup, ce Redcon nous permet d'aller encore un petit peu plus loin que le Nro que moi j'utilise beaucoup, mais à condition de savoir l'utiliser. Moi, c'est la première fois que j'utilise le Redcon depuis que j'ai le boîtier, depuis 3-4 jours. Et ça demande quand même un temps d'adaptation. Donc voilà, si vous savez dans quoi vous mettez les pieds, n'hésitez pas à filmer avec ça. Pour les autres, n'hésitez pas à travailler un peu avant de comprendre comment ça marche. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais le capteur, étant donné que c'est le même que le Z6 III, c'est aussi un capteur dual ISO, et quand vous filmez en R3D, vous pouvez choisir ISO low ou high, donc c'est quelque chose qu'on trouve souvent ça sur les caméras. Voilà, et sachez qu'il y a du dual ISO sur ce capteur. Petite précision sur les formats RAW, vous pouvez filmer en RAW jusqu'en 4K 60. Donc il faut avoir une carte qui enregistre quand même assez vite parce que les fichiers sont assez imposants. Mais vous pouvez faire du 6K 60, vous pouvez faire du 4K 60, donc lecture du capteur en entier. Si vous mettez en 4K 120, il y a un crop dans l'image et vous n'avez pas de 1080p 120 images par seconde. Ça s'arrête au 4K. Mais voilà, sachez qu'on peut faire du coup en lecture pleine du capteur 4K 60, 6K 60. Ensuite, un point où il y a également plein de nouveautés, c'est l'audio. Sur le Z6 III qui est ici, en audio, il y avait une nouveauté, c'était l'entrée ligne. L'entrée ligne, ça sert à quoi? Si vous avez besoin, par exemple, d'enregistrer de l'audio qui sort d'une table de mixage de concert, un type d'exemple, c'est-à-dire qu'il y a un niveau qui est assez élevé, l'entrée ligne va vous permettre de ne pas saturer l'audio. Donc avoir une entrée ligne, c'est un plus. Donc là, pareil, il y a une entrée ligne, mais ça ne s'arrête pas là. Le boîtier peut enregistrer en 32 bits float. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le 32 bits float, c'est quelque chose qui existe en audio sur des micros sans fil. Sur pas mal d'appareils audio professionnels maintenant, ça permet de plus avoir ce souci du niveau d'entrée en fait. Donc vous pouvez plus trop saturer votre micro, il n'y a plus besoin de régler le niveau, vous ferez ça en post-production. C'est un peu comme un format RAW de l'audio. Donc en fait avec le 32 bits float, il faut l'activer ou le désactiver dans le menu. Vous n'avez plus besoin de vous soucier de votre niveau et vous ne pouvez plus vous tromper. Donc ça fait une chose de moins à penser quand vous êtes derrière la caméra. Bien sûr, il y a une certaine limite, la limite du micro qui va pas pouvoir capter par exemple un Boeing 747 au décollage à 2 mètres. Forcément, ça fera saturer le micro, mais pour toutes les utilisations plus classiques, vous n'avez plus besoin de vous soucier des niveaux. Technologie OZO, donc OZO, c'est une technologie qui a été développée par Nokia, qu'on trouve sur divers appareils, des téléphones, etc., qui permet de choisir la directivité du micro. Et en fait, vous avez 5 modes différents. Si par exemple, vous êtes en train de filmer quelqu'un et vous voulez que ça capte juste le son devant, vous avez un mode pour ça. Si vous voulez avoir plus une captation d'ambiance, ça se fait à 360 degrés. Et si vous êtes en train de filmer et que vous voulez expliquer quelque chose pour montrer à votre audience, par exemple, vous pouvez choisir que le micro se dirige vers vous et du coup, vous entendez mieux votre voix. Un petit exemple. Admettons que je mets la caméra dans le sens et que je veux expliquer quelque chose, si j'ai un micro qui est dirigé vers l'avant, forcément vous m'entendez pas très bien. Si je le mets à 360 degrés, donc c'est ce qui se rapproche le plus d'un micro classique, voilà, ça donne ça. Et si je mets le mode OZO vers l'arrière, forcément vous m'entendez beaucoup mieux. Et si je veux expliquer quelque chose, c'est beaucoup plus agréable pour vous. Je vous ai pas montré également, mais il y a un mode figure 8. Alors, quand utiliser ça et comment ça fonctionne, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer une vidéo qui sera dédiée à l'audio de ce boîtier. Il fallait un petit peu plus de temps pour préparer ça et surtout, il me faut être dans des conditions où je peux vous montrer des choses. Donc, je ne pouvais pas le faire dans un cadre privé. Donc, on fera vraiment une vidéo dédiée à l'audio de ce boîtier. D'ailleurs, avec la sortie de ce boîtier, il y a un nouveau micro qui arrive, qui pourra se brancher directement sur la griffe ici. Il n'y aura pas besoin de mettre de câble, la communication se fera tout ici avec l'alimentation par la griffe de flash. Donc il y aura l'audio qui passera là et ça sera aussi un micro qui sera compatible 32 bits float. C'est un micro qui pourra avoir aussi de la directivité. Enfin, il y a des choses assez intéressantes à faire. Je ne l'ai pas entre les mains, mais du coup, je vous proposerai une vidéo là-dessus un petit peu plus tard. Également, une information que j'ai eue récemment, il y a Smallrig, vous savez, l'accessoiriste qui fait des cages, des poignées, etc. Ils sont en train de développer une prise XLR qui sera adaptée au Nikon ZR. Donc, je ne sais pas comment ça va fonctionner. Donc ça, c'est super, par exemple, quand on utilise un micro Canon, comme je suis en train de le faire actuellement. Brancher en XLR, c'est aussi un gros plus pour les vidéastes. Pour ce qui est de l'autofocus, c'est très simple. Vous prenez l'autofocus du Z6 III et vous le mettez là-dedans. Ouais, c'est le même capteur et le même processeur, donc c'est le même autofocus avec la détection des objets, des sujets, avec les modes 3D, etc. C'est exactement la même chose et donc l'autofocus fonctionne très très bien dans plein de situations. Donc c'est super d'avoir une caméra qui peut filmer en RAW avec tout en interne et en plus un super autofocus. Par exemple, moi j'ai utilisé un petit peu pour le plaisir un 400 mm 4.5 si vous voulez faire des vidéos d'animalier ou sportives. Alors là chez Nikon vous avez quelques objectifs quand même assez sympas. J'ai fait aussi un petit peu de choses en macro avec le fameux 105 mm de chez Nikon qui est super, donc on peut faire des super vidéos en macro. Chez Nikon vous avez une gamme d'objectifs assez incroyable. J'ai aussi pas mal utilisé le 35 mm 1.2 que j'ai depuis 2 semaines en test. J'en parlerai peut-être un petit peu plus tard, mais voilà, on a une gamme d'objectifs qui est énorme chez Nikon, vous avez plein de choses fantastiques, et du coup, si vous êtes déjà équipé en objectif Nikon, vous pouvez mettre cette caméra sur n'importe quel objectif de chez Nikon. Je vais juste vous parler brièvement des capacités en photo, parce qu'on peut faire des photos si besoin. Je vous conseille pas d'acheter cette caméra si vous voulez faire beaucoup de photos.
Ça sera plus adapté forcément parce que c'est un hybride, ça fait très bien les deux, ça fait très bien de la vidéo et ça fait très bien de la photo. Ça, c'est plus adapté à ceux qui font beaucoup de vidéos et un peu de photos. Si vous avez juste besoin de faire quelques photos, bah, ça fonctionne aussi bien qu'un Z6 III. Voilà, bah écoutez, je pense que j'en ai terminé de ce que j'avais à vous dire sur ce fabuleux Nikon ZR. À qui je conseille cette caméra? Bah, si vous voulez vous lancer dans la vidéo, une Nikon ZR, c'est l'idéal pour débuter parce que tout est adapté pour la vidéo. Surtout avec l'écran qui est plus grand, surtout avec les menus qui sont plus adaptés, les petits raccourcis, etc. qui nous facilitent la vie. Donc voilà, si vous voulez vous mettre à la vidéo, c'est la caméra idéale pour débuter si vous connaissez bien Nikon. Si vous connaissez pas Nikon, bah, je vous invite à l'essayer parce que c'est quand même un sacré boîtier, surtout au tarif auquel il est proposé. Et puis pour ceux qui sont plus professionnels et qui ont besoin d'une caméra en plus, peut-être que vous avez une Red Komodo et vous voulez un boîtier de secours ou une deuxième caméra pour mettre dans des espaces un peu exigus, par exemple, on veut faire un plan dans une voiture, etc. Le fait d'avoir le Red Code, ça peut être pratique pour vous parce que vous allez avoir beaucoup de facilité à l'étalonnage. Voilà, le champ des possibles est énorme de celui qui veut faire du vlog de manière très simple avec un boîtier simple d'utilisation. Le Nikon ZR peut être adapté à lui. Et pour ceux qui veulent faire de la grosse production avec des RED à côté de cette caméra, c'est aussi adapté à lui. Donc le champ des possibles est énorme. Et pour une première caméra dans cette gamme, je trouve que Nikon frappe très fort et je suis très curieux de voir ce qu'ils vont nous préparer par la suite. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura intéressé. Comme d'habitude, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser dans la zone de commentaires. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Je suis super content d'avoir pu vous en parler. Merci à Nikon d'avoir envoyé le boîtier quelques jours avant pour que je puisse avoir le temps de l'essayer un petit peu. Et j'ai qu'une seule hâte, c'est passer plus de temps avec, mais ça se fera un peu plus tard. Comme je vous l'ai dit, je ferai une vidéo dédiée à l'audio, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez avoir la notification avec la petite cloche. Moi, je dois renvoyer ce boîtier parce qu'il va partir en essai à droite à gauche. Mais voilà, j'ai hâte de pouvoir mettre plus longuement la main dessus pour pouvoir vous en parler plus dans le détail et faire plein de super images avec. Parce que les possibilités sont presque infinies. Si vous souhaitez précommander le Nikon ZR, je vous invite à aller sur le site français Digiphoto et dans votre panier d'achat, vous avez juste à mettre mon code créateur Dimitri. Ça vous coûte rien, mais ça me soutient beaucoup. En tout cas, merci pour votre temps et pour votre attention. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!